Alors bonjour tout le monde. Bon après-midi tout le monde. On va commencer un nouveau module pour aujourd'hui. Ça sera l'électrocinétique et ça sera, on peut dire, un cadre spécifique ou bien des équations qui vont s'appliquer dans certaines conditions qu'il faut les respecter. On va voir le cadre général, les équations qui peuvent s'exécuter pour n'importe quel circuit électrique, pour n'importe quelle condition, pour n'importe quelle circonstance. Et après, dans certains cas spéciaux, on va appliquer les équations qu'on verra pour ce cours. Ce qui fait que c'est une partie de génie électrique qui se concentre sur les outils mathématiques pour résoudre des circuits électriques, à savoir trouver le courant, la tension, chercher la valeur des impédances, trouver la fréquence et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Et en général, l'électrocinétique, ça sera quoi? Ça sera l'étude des charges en mouvement. Parce que l'électrostatique, c'était l'étude des charges en repos. Et ça sera l'étude des charges en mouvement. Les études de charges au mouvement, ou bien au repos, ou bien électromagnétique, tout cela peut être résolu en utilisant 4 seules équations qui sont les équations de Maxwell. Ces préférences, on doit les écrire. Ce n'est pas notre étude, vous le verrez en S4, mais c'est juste à titre général que ce sont les équations qui servent à résoudre n'importe quel circuit dans n'importe quelle condition. C'est clair? Alors on va les écrire, les équations de Maxwell. Bien sûr, ces équations, il faut les retenir. Par la suite, vous aurez 4 fameuses équations qui ont 2 formes. Il y a la forme intégrale, il y a la forme dérivée. Pour la forme intégrale, la première, ce sera l'intégrale E scalaire ds est égal le qui influe sur la permittivité du vide. La deuxième, ça sera le B scalaire ds est égal à 0. Troisième, c'est E produit vectoriel. Attendez. Produit scalaire, je m'excuse. E scalaire dl est égal à moins d sur dt, l'intégrale de B scalaire ds. Et la dernière, c'est l'intégrale de B scalaire dl est égal nu 0 fois i inclus plus nu 0 epsilon 0 d sur dt, l'intégrale E scalaire ds. Voilà, ça c'est la forme intégrale des équations de Maxwell. Je rappelle, les équations de Maxwell, ce sont les seules équations qui peuvent résoudre n'importe quel circuit électrique. C'est clair? Dans n'importe quelle condition. À titre indicatif, vous avez ce terme. Son unité, c'est le volt. Ce qui fait ce terme, ça représente quoi en réalité? C'est une tension. Très bien. C'est très dur d'appliquer les équations de Maxwell pour résoudre les circuits électriques. C'est pour cette raison que puisqu'il y a certaines conditions qu'on va les voir, que toutes ces équations, ils vont se réduire en loi des mailles, loi des nœuds et certaines lois beaucoup plus simples. Là, mais les lois des nœuds, les lois des mailles, ce ne sont pas des lois physiques qui peuvent s'appliquer à n'importe quel circuit. Ils peuvent s'appliquer dans certaines conditions. On est d'accord ici? Voici ce qui peut s'appliquer dans n'importe quelle condition. Ce sont les équations de Maxwell. Par exemple, si je prends la loi des mailles, c'est quoi la loi des mailles? Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est la somme, bien sûr, des tensions dans une boucle ou bien dans un circuit fermé est égale
à 0. Et là, vous supposez que dans, par exemple, ici, ça c'est une boucle. Il faut supposer qu'il n'y a pas de variation de champ. Ça veut dire le B ici est égal 0 ou bien il est constant. Il n'y a pas de variation. Parce que s'il y a une variation, ça ne va pas fonctionner. Alors, regardez. S'il n'y a pas de variation de champ, je prends la troisième équation de Maxwell. Ce terme va être égal à combien? Va être égal à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, l'intégrale. C'est quoi l'intégrale? C'est une somme, n'est-ce pas? L'intégrale, lorsque vous faites l'intégrale avec un petit cercle, vous dites c'est la somme dans un circuit fermé. La somme dans un circuit fermé des tensions est égale à 0. Ça vous rappelle de quoi? La loi des mailles. Mais sauf si il n'y a pas de variation de champ. S'il y a variation de champ, la loi des mailles tombe, et ce qui reste, c'est la troisième équation de Maxwell, qui reste toujours valable. On est d'accord ici? C'est juste un exemple. Aussi, dans le cas d'accumulation des charges, il y en a beaucoup de types. Alors maintenant, toutes les formules qu'on va voir, toutes les lois qu'on va voir dans notre cours, c'est une partie ou bien c'est un cas spécial des équations de Maxwell. Là, très bien. Quand est-ce qu'on va appliquer tout cela? Il y a une condition. J'ai oublié de vous dire que ça, ce sont les équations de Maxwell qui définissent l'interaction entre l'électricité et le magnétisme, tout ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et dans la quatrième équation de Maxwell apparut une forme très intéressante. C est égal à 1 sur la racine nu 0 epsilon 0. Ce qui fait là, c'est comme si vous avez la vitesse de la lumière. C'est pour cette raison qu'on a dit que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Le fait que la vitesse de la lumière a apparu dans les équations de Maxwell, on a dit que la lumière se propage avec la vitesse de la lumière et c'est une onde aussi électromagnétique. Parfait. Je ne vais pas entrer dans ces termes, vous les verrez en S4. Il y a un module appelé électromagnétisme. Là, vous allez étudier équation par équation dans les différentes. Mais juste, je rappelle, ce qu'on va faire, ça fait partie de ces équations dans un cadre vraiment très, très, très spécial. On fait beaucoup de suppositions pour utiliser les lois qu'on va faire. Alors, parmi les suppositions, là, si je prends par exemple un circuit électrique, peu importe ce circuit électrique, bien sûr, il aura une taille. Alors, comment l'étudier? On ne va pas toujours, par exemple, si je veux trouver le courant ici. Vous connaissez la loi des nœuds, la loi des mailles, ainsi de suite, pour trouver le courant, la loi d'Ohm. Mais ça doit respecter une condition. C'est quoi la condition? Puisque on utilise l'électricité qui voyage avec certaines vitesses, on va dire, même si ce n'est pas le cas, avec la vitesse de la lumière, ce n'est pas le cas. Parce que vous avez le cuivre, et le cuivre, il va un peu retarder la propagation de l'onde électrique, ce n'est pas comme le vide. Vous aurez une longueur d'onde. La longueur d'onde est égale à combien? C'est la vitesse de la lumière sur la fréquence, n'est-ce pas? Là, vous avez trois cas. Si la taille de ce circuit, elle est comment? Elle est très inférieure à lambda. Si la taille est à peu près égale à lambda, et si la taille elle est supérieure ou égale à lambda. Pour les trois cas, toujours les équations de Maxwell peuvent résoudre n'importe quelle condition, mais on va utiliser les lois qu'on va faire uniquement dans le premier cas. C'est là où on va parler des circuits électriques. Là, c'est donc seulement ce. Si la longueur d'onde et la taille du circuit c'est la même, ben, rien ne va marcher avec. La loi des mailles ne fonctionne plus, la loi des nœuds ne fonctionne plus, rien ne fonctionne. Clair? Et si la taille elle est très supérieure à la longueur d'onde, là on entre dans un autre domaine qui est
réflexion qui est l'optique géométrique. Ça, c'est un domaine, on peut dire, des circuits électriques. Ça, c'est un domaine des micro-ondes. Là, on parle des antennes, transmission et ainsi de suite. C'est clair? Les trois domaines peuvent être résolus par les équations de Maxwell, que vous aurez la chance de l'étudier en S4. C'est vraiment très, très intéressant. C'est très compliqué aussi. Lorsqu'on est dans l'électrocinétique, on est dans le premier cas, on suppose que la taille elle est très inférieure à l'un. Je vous donne un exemple. La taille du circuit. Par exemple, mon ordinateur, il a une dimension. Cette dimension doit être inférieure, très très inférieure à la longueur d'onde. Là, alors je vous donne un exemple. Supposons que j'ai un courant électrique, un câble. Dans sa longueur, c'est 10 mètres. D'accord? Il y a ici un courant électrique que je l'ai calculé. Et je vous demande de me trouver un courant qui est là. Normalement, le courant qui est là, c'est celui qui est là, en principe. Dans une seule condition, si la taille est très inférieure. Sinon, ce n'est plus la même chose. Vous avez compris? Ce n'est plus la même chose. Parce qu'il y a une onde qui se propage. Ici, il y a une forme. Là, il y a une autre forme. Là, il peut être positif. Là, c'est négatif. Là, il y a un retard de propagation de l'onde. Quand est-ce que je peux dire ça? Si par exemple la fréquence est égale à 50 Hz, quelle sera la longueur d'onde dans ce cas? Ça sera 3, 10 puissance 8 sur 50. Ça vous donne combien? Si vous faites le calcul. 6, 10 puissance 6. C'est comme 6 millions de mètres. Parce que 6, 10 puissance 6, c'est 6 millions, n'est-ce pas? Regardez. Est-ce que je peux ici utiliser les lois que je connais? La taille de mon circuit là, c'est 10 mètres. Là. Et je suis toujours très, très, très inférieur à la longueur d'onde. Ce qui fait ça tient toujours. Je peux dire que le courant qui est là, c'est le même qui est. Maintenant, essayons de monter en fréquence. Peut-être, je vais faire, par exemple, à 5 GHz. Ça sera combien, s'il vous plaît, la longueur d'onde? 5 GHz, c'est 10 puissance combien? 10 puissance 9. Ça vous donne combien? La longueur d'onde dans ce cas. À peu près, à peu près. Je ne veux pas la valeur exacte. À peu près, c'est combien? Hein? 0, je sais pas. C'est ça, c'est correct? 0,1 mètre, on peut dire. À peu près 0,1 mètre. 1 centimètre. D'accord? Ça, c'est 1 giga. Ça veut dire que ça explique quoi à votre avis tout seul? Par exemple, si vous prenez un microprocesseur, sa taille c'est de combien? Les microprocesseurs. Voilà, on ne peut pas faire un microprocesseur d'une grande taille. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne à des fréquences très élevées, 2 Go, 3 Go et ainsi de suite. Et ça explique pourquoi on a tendance toujours à faire quoi? À minimiser ou bien rétrécir la taille des circuits électriques lorsque vous montez en fréquence. C'est clair ici? Et si bien sûr on est en basse fréquence, je peux faire le circuit comme je veux, toutes les équations vont s'appliquer, sans délai, sans propagation d'onde et ainsi de suite. C'est clair ici? Là, je dois prendre en considération beaucoup d'autres choses. La propagation, le retard, les délais, et ainsi de suite. Là, vous êtes dans l'optique. Réflexion, par exemple, les lumières qui se reflètent grâce à une miroir. Il y a aussi des autres équations simplificatrices. C'est clair ce sujet ici? Alors, chez nous, ici, on a combien dans le secteur? La fréquence qui sort. C'est 50. 50 heures, je peux travailler tranquillement avec n'importe quel circuit électrique et je peux le résoudre
sans même y penser à ce que ça tient ou pas. Mais si vous êtes dans les ultra-fréquences, ben là, il faut faire attention. C'est bon? Tout ce que vous calculez, c'est erroné. Bien. Alors, deux suppositions on peut faire, toujours, pour pouvoir utiliser les lois qu'on va voir. La taille de notre circuit sera très très inférieure à la longueur d'onde, plus pas d'accumulation des charges, chose qui n'est pas vraie. Réellement, les charges vont s'accumuler. Ça veut dire quoi s'accumuler? Ça veut dire, s'il y a ici des charges qui traversent le câble, par exemple, non pas le courant qui est là, il va sortir. Des charges, ils vont rester coincées entre les deux plaques, ou bien entre en haut et en bas. C'est l'accumulation. Ou bien elles vont s'accumuler sur les nœuds. Ce qui fait, ce n'est pas la quantité des charges qui entrent, c'est elles qui sortent. Et aussi, on peut dire pas de variation de champ juste à côté. C'est clair? Pas de variation. De champ électrique, de champ magnétique. Si tout cela tient, là, je peux faire la loi des mailles, la loi des nœuds, la loi de superposition, Thevenin, Norton. Autrement, je peux utiliser l'électrocinétique, le module qu'on va voir aujourd'hui. C'est bon? En faisant toutes ces suppositions. Autre chose, non. Là, c'est là où on va étudier, bien sûr, l'électrocinétique. Très bien. Là, c'était une petite introduction qui était essentielle. Une autre spécificité de ce module, on ne va pas l'étudier dans n'importe quel régime, mais on va l'appliquer sur certains types de régimes. C'est bien. C'est bon, je peux effacer? Le point, vous l'avez compris. Tout ce qu'on va étudier pour le moment, ce sont les circuits électriques dans le régime stationnaire. En régime stationnaire. Ça veut dire ici que stationnaire, ça veut dire que les grandeurs physiques, mais juste pour la première partie. Après, on va voir le régime alternatif, ainsi de suite. Sont indépendants du temps. Ça veut dire ne varient pas avec le temps. On peut dire, c'est en courant continu. C'est clair? On peut dire toutes les études qu'on va faire pour la première partie, on va le faire en courant continu. Ça veut dire que ce soit la source de courant bien de tension, elle est continue, ne varie pas. Et par la suite, on va faire le régime permanent, parce qu'il faut faire la différence entre stationnaire, ce n'est pas permanent. D'accord? Les composants qu'on va traiter, c'est uniquement sont les composants linéaires. Quels sont les composants linéaires que vous connaissez? Uniquement les composants qu'on va traiter, ce sont des composants dits linéaires, qui ont une caractéristique linéaire. C'est-à-dire que la relation entre la tension et le courant, elle est linéaire, ou bien plutôt, un circuit linéaire, c'est n'importe quel circuit que si vous l'attaquez avec une fréquence donnée, par exemple f est égal 50 Hz, il va faire sortir f est égal 50 Hz. S'il fait changer la fréquence, l'augmenter, la diminuer, ce n'est plus un circuit linéaire. Et un circuit linéaire, il est fait par des composants linéaires qui sont les bobines,
capacité et les résistances. Et donc, on les appelle des dipôles linéaires. C'est clair ici? Alors, un circuit linéaire fait des dipôles linéaires ou bien des composants linéaires. Si vous l'attaquez avec une fréquence donnée, bien sûr, elle reste la même. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus linéaire. Par exemple, vous avez la diode. Vous avez les transistors. Et beaucoup d'autres choses qui sont non linéaires. C'est clair? Et la caractéristique, la relation entre la tension et le courant, elle est comment? Elle est linéaire. C'est aussi le cas. Bien. Le fait qu'on est en régime stationnaire, généralement, on travaille uniquement avec les résistances. Parce qu'on est en courant continu, on travaille souvent avec uniquement les résistances. Pour quelle raison? Connaissez que la tension au bord d'une bobine, si vous avez ici une bobine, la tension au bord d'une bobine, UL de T, c'est égal à combien? DI de T, c'est L DI de T sur DT. Si le courant il est constant, le terme il sera nul, ainsi la tension sera nulle. Et c'est quoi une tension nulle? Ça veut dire que la bobine, on la remplace par un fil, pas de bobine. De la même façon, si vous avez une capacité, vous allez la remplacer par un circuit ouvert, pas de capacité. C'est clair? Et si vous avez une résistance, elle reste. La résistance ne change pas. Ce qui fait généralement dans la première partie qu'on va étudier, lorsque vous entendez régime stationnaire, courant continu, c'est uniquement les sources de tension courant avec les résistances. Après, on va parler du régime permanent. Là, on aura bien sûr les bobines, les capacités, les résistances. Bien. Alors, pour la première séance, on ne va pas rentrer dans les différentes lois qui existent, que j'ai dit que ce ne sont pas des lois qui tiennent toujours, ce sont juste dans des cas exceptionnels qu'on va les utiliser. Mais en génie électrique, dans le domaine de génie électrique, on les utilise souvent. Dans le domaine de télécommunication, ce n'est pas le cas, c'est autre chose. Parce que télécommunication fait aussi partie de génie électrique. Bien, alors on va faire quelques définitions. Le cours, je vous l'envoie par la suite. Il contient ces définitions, mais si vous voulez les prendre en parallèle, c'est bien. Je vous envoie tout le cours. Bien. Alors là, on doit définir c'est quoi une maille, c'est quoi un nœud, c'est quoi un dipôle, c'est quoi une branche. Bien, commençons par un dipôle. Qu'est-ce qu'un dipôle? Parce qu'il y a un dipôle, il y en a plus. C'est un élément, c'est un composant limité par deux bornes. Et n'importe quel composant qui a une seule entrée, une seule sortie, ce sont deux bornes, on l'appelle dipôle.
S'il avait 4 bandes, comment on va l'appeler? Quadripôle. Ça existe aussi en électricité. Là, il y a les dipôles, il y a les quadripôles. C'est généralement ça, soit les 2, soit les 4. Alors, on peut écrire un dipôle, c'est un élément, n'est-ce pas? Un élément qui a 2 bandes uniquement. C'est quoi une maille, s'il vous plaît? Une maille, c'est voilà, un circuit fermé. Mais c'est quoi? Ce sont tous les éléments dans un circuit fermé. Ou bien dans un contour fermé plutôt. Là, vous avez combien de mailles? Vous avez 3 mailles. Ça, c'est la première. Là, c'est la deuxième. Et tout cela, c'est la troisième. Ce qui fait pour les mailles, on peut dire que A, B, C, D, E, F, c'est une maille. Aussi le A, B, E, F, c'est une maille. Et aussi le B, C, D, E, c'est une maille. C'est clair? Alors, ça fait une partie. C'est une partie, bien toujours. La maille, dans certains cas, souvent, c'est une partie d'un circuit électrique qui forme un contour ferme. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un nœud. Alors, c'est quoi un nœud? De plus de 2 dipôles, ou bien de plus de 2 composants. Bien. Lorsque vous avez un point là où il y a plus que 3 dipôles, là c'est un nœud. Mais dans la version anglaise, uniquement 2, ça il l'appelle un nœud, mais dans la version française, il faut 3. Bien. Alors là, vous avez combien de nœuds? Vous avez un et vous avez 2. Parce que là, c'est 2 dipôles, là aussi c'est 2 dipôles. Dans cette partie, dans le F, c'est 2 dipôles, et dans le A, c'est 2 dipôles. La dernière chose, il nous reste, c'est quoi? Une branche. Ça sera quoi les branches? Ce sont tous les éléments qui sont entre deux nœuds. Alors, quelles sont les branches que vous avez ici? Alors, vous avez 3 branches. La première, bien sûr, c'est une suite d'éléments, ou bien suite de dipôles, entre 2 nœuds consécutifs. Bien? Entre 2 nœuds consécutifs. Vous avez la première branche, c'est le BE, c'est une branche. Elle dit c'est une branche. C'est un dipôle et c'est une branche aussi. Vous avez le B, C, D, E, c'est une branche. Et vous avez le B, E, non, le B, A, F, E, c'est une branche. Celle-là, cette partie-là. Cette partie-là et cette partie-là, c'est une branche. Alors, ce sont des définitions pour qu'on se mette d'accord sur les appellations et tout. Très bien. On va toujours commencer petit à petit avant d'arriver, bien sûr, à des choses, on ne va pas dire compliquées, mais qui nécessitent beaucoup de réflexion. Je vous donne un exemple d'un circuit. Je vous donne un exemple d'un circuit et vous me dites, il y a combien de chaque chose? Regarde. J'ai combien de nœuds ici? Ça, c'est simple, je laisse. Dire une autre chose.
J'ai combien de nœuds? Où sont les nœuds que vous avez ici? Par exemple, je dis A, B, C, D, E, F, G et H. Où sont les nœuds? BG, ce n'est pas un nœud. Mais aussi, toute cette partie, c'est un nœud. D'accord? Toute cette partie, on l'appelle un nœud. Toute cette partie, on l'appelle un nœud. Ce n'est pas uniquement ce point. C'est clair? Toute cette partie aussi, c'est un nœud. Toute cette partie aussi, c'est un nœud. Le fait que c'est un nœud, ils ont le même potentiel parce que vous pouvez les mettre sous cette forme. Un point, et vous avez les deux, et ça se ressemble en un point. Ce qui fait toute cette partie-là a été minimisée en un seul point. C'est clair ici? Voilà. Alors, la première chose qu'on va voir, après avoir fait les définitions, c'est le courant électrique. Vous connaissez tous, c'est quoi un courant électrique? C'est quoi sa définition? Vous avez le I est égal dQ sur dt. Notez bien que là, je n'ai pas fait le dQ de T sur, parce qu'on est dans le régime stationnaire, il est inchangeable par rapport au temps. Ça sera le coulomb par seconde et ça vous donne quoi? L'ampère. Le courant électrique, c'est le sens de circulation de qui? Des électrons, bien des charges positives ou bien des porteurs de charges négatives. Si le courant, il est dans ce sens, les électrons, ils auront quel sens? Toujours le sens opposé. Ce qui fait, ce sont uniquement les porteurs positifs qui auront un de sens. Ça, vous le connaissez. Si je vous pose la question, c'est quoi? Peut-être si j'ai un câble de 10 mètres. D'accord? Et là, vous avez une charge électrique. Il lui faut combien de temps, par exemple, sur 10 volts, par exemple, pour qu'elle passe de là à là? C'est trop vite, c'est trop lent, c'est moyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Une charge électrique, pour qu'elle passe de bout de câble vers l'autre bout du câble, ça lui faut combien de temps? Par exemple, on peut dire pour un câble en cuivre à 300 Kelvin. Kelvin, c'est une température, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on peut le démontrer, mais juste pour vous donner un ordre général. Est-ce que c'est rapide, moins rapide? Qu'est-ce que vous en pensez? Il lui faut 30 minutes. Ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le déplacement des charges électriques suite à un champ, parce que qu'est-ce qui fait déplacer les charges électriques à l'intérieur d'un câble? Le champ, c'est la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, elle est très lente. Par contre, la vitesse de quoi? D'agitation, elle est très rapide. Ce qui fait, l'électron, qu'est-ce qu'il fait? Il agite rapidement, mais se déplace lentement. Est-ce que vous avez compris? Il agit sur sa place rapidement, vraiment très très rapide, proche de la vitesse de la lumière. Mais pour se déplacer, il est très lent. Ce qui fait, le courant électrique, ce n'est pas les charges qui se déplacent. N'imaginez pas que la charge, elle va se déplacer du bout au bout du fil pour que vous dites qu'il y a un courant électrique. Mais puisque c'est fait beaucoup de charges dans une section, juste un petit déplacement, ça fait un courant. Petit déplacement. Et imaginez que c'est moins long qu'un torche. Pour passer 10 mètres en 30 minutes, c'est trop long. On est d'accord? Regardez ça en tête, s'il vous plaît. N'imaginez pas, même si dans les vidéos, dans les animations sur YouTube, on vous donne que le courant, on fait des points bleus comme ça, il se déplace rapidement, mais ce n'est pas vrai. Oui? L'énergie? Ça veut dire? Ah, c'est pas les électrons, non. C'est pas les électrons. C'est ça, c'est l'électromagnétisme. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est tout expliqué par l'équation de Maxwell. C'est
le champ électrique, comment dirais-je, il va vers tous les sens pour que se réunissent, par exemple, dans ce récepteur. Ce n'est pas les charges qui se déplacent. On peut le voir en termes d'énergie électromagnétique. C'est clair? C'est l'énergie électromagnétique. Est-ce que vous avez compris? Toutes les animations que vous voyez sont erronées, mais c'est très simple de garder ça en tête, ça facilite la compréhension. Mais ce n'est pas le cas. C'est clair? Ce n'est pas le cas. Alors, lorsqu'on a défini ici le courant électrique, la première loi qui vient avec le courant électrique, c'est la loi des nœuds, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la loi des nœuds? Alors ça, vous le connaissez. Un petit rappel. Vous avez un nœud avec beaucoup de fils. Par exemple, I1, I2, I3, I4, oui. Ben, il se déplace. C'est clair? Mais ce n'est pas ça qui fait que l'énergie se déplace. Je ne sais pas si vous avez compris. Les électrons se déplacent, mais ils se déplacent d'une manière lente. Regardez. Si vous faites... très bien. Juste pour vous montrer. Imaginez qu'il y a des personnes ici. Beaucoup de gens. C'est clair? Et que j'ai poussé ce monsieur-là. Ben, puisque l'un, il est à côté de l'autre, ce monsieur-là va être aussi poussé. On ne va pas dire que ce monsieur s'est déplacé jusqu'à ici. Mais un a poussé l'autre jusqu'à l'extrémité. C'est clair? C'est comme une chaîne. C'est ça les électrons. Ils ne partent pas d'une manière très rapide, mais l'un pousse l'autre et qu'au bout, on sent l'association. C'est comme si quelqu'un a bougé. Vous avez compris ici? Voilà, c'est ça réellement ce qui se passe. Même si c'est ça le potentiel, c'est ça le champ électrique, c'est le pousser. Et celui au bout, il ressent ça parce que l'électron a poussé celui-là, poussé celui-là, poussé celui-là jusqu'à là. Alors la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle fait? Comment on l'écrit? C'est la somme des epsilon de K, c'est clair? Fois I de K est égal à 0, de telle sorte que epsilon de K, il peut prendre soit plus 1, soit moins 1. Plus 1 lorsque le courant il est vers le nœud. C'est clair? Et là, moins 1 lorsqu'il sort du nœud. Ce qui fait, c'est quoi la loi des nœuds qui est là? I1 elle est vers I1, moins I2 parce qu'elle sort, plus I3 parce qu'elle entre, moins I4 parce qu'elle sort, plus I5 parce qu'elle entre. Tout cela est égal à 0 et vous permet de chercher le courant que vous désirez. C'est clair ici? Alors ça, c'est la première loi, mais à condition qu'il n'y a pas quoi? D'accumulation des charges électriques. S'il y a l'accumulation des charges, cette loi ne fonctionne plus. Alors, essayez de noter ça, pas d'accumulation. Pas d'accumulation des charges électriques. Très bien. Après, on va parler de la tension, ou la tension, vous la connaissez. C'est quoi la tension? C'est une différence de potentiel entre deux points. Et c'est quoi un potentiel? Alors déjà, qui cause l'autre? Est-ce que c'est le courant qui cause la tension ou bien c'est la tension qui cause le courant? Non, c'est l'inverse. Vous n'aurez jamais de courant sans tension. C'est clair? Jamais. C'est la tension toujours qui cause le courant. Et je vous donne un exemple.
Vous connaissez que... Je peux effacer? Je prends... C'est quoi le courant qui mortel pour l'être humain? À 0,5 la mortelle, nous 1 ampère. Si 1 ampère passe par le corps humain, déjà ce monsieur, il est mort. C'est clair? 1 ampère. Parfait. Vous avez maintenant une batterie. La batterie de voiture, lorsque vous l'achetez, vous avez tous vu la batterie de voiture, oui ou non? Elle a une borne plus, une borne négative. Il est écrit sur la batterie quoi? 12 volts, 40 ampères. Clair? Maintenant, en visualisant ça, est-ce qu'elle est dangereuse pour l'être humain ou pas? Pourquoi? Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Très bien. Parce que la tension, elle est basse. Et, par exemple, l'être humain, dans les bonnes conditions, son impédance. On n'a pas parlé d'impédance, mais essayons de dire, son résistance est égale à 1000 ohms. C'est clair? 1000 ohms. Ça veut dire, c'est quoi le courant qui va passer par l'être humain? I est égal, c'est 12 sur 1000. Ça sera 12 milliampères. Très inférieur à 1 ampère. Rien ne va se passer. C'est clair? Pour quelle raison? Parce que la batterie, elle est capable de générer jusqu'à 40 ampères. Et puisque c'est uniquement 12, et que je sais que le courant, c'est le résultat de la tension, pour connaître combien la quantité de courant qui va traverser la personne, je dois connaître pour quelle tension. Clair? Mais si la tension augmente, elle va augmenter le courant qui va passer. Jusqu'au combien? Jusqu'au 40 ampères. Est-ce que c'est clair? C'est toujours le courant, c'est le résultat. Pour mieux comprendre, imaginez le courant comme une balle. Et la tension, c'est une différence de potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est une hauteur. Est-ce que la balle va circuler ici? Si vous mettez une balle sur une surface plane, elle ne va pas bouger. Si maintenant je vais lever cette partie-là, et je mets la balle, est-ce qu'elle va bouger? Oui, elle va bouger dans ce sens. Parce que le potentiel ici, il est plus grand que le potentiel là. La différence de potentiel n'est pas zéro. C'est positif. Le courant va circuler. Si je fais le contraire, le courant il va circuler dans quel sens? Dans le sens opposé. Ce qui fait la tension, c'est quoi? C'est comme si vous faites monter le potentiel dans un point et imaginez le courant comme la vie. Et bien sûr, lui, il va suivre uniquement le chemin de cette pente. C'est clair ici? Et bien sûr, si je fais lever les deux, regardez, si je fais lever les deux, par exemple, ça c'est 0 mètre, je fais ici. Là c'est 10 mètres, là c'est 10 mètres. Est-ce que la vie va bouger? Parce que 10 moins 10, c'est la différence de potentiel. 10 moins 10, c'est 0. 0 tension, c'est 0 courant. Là, c'est 10 mètres, là c'est 0 mètre. Qu'est-ce que vous avez? 10 moins 0, ça vous donne 10. Il y a de la tension. Là, c'est 0 moins 10, c'est moins. C'est dans le sens opposé et ainsi de suite. C'est clair ici? Bien. Alors, dans un circuit électrique, par exemple, on met souvent le symbole. Ça, c'est le symbole de quoi? On dit la masse, mais ce n'est pas vraiment la masse, on ne met rien ici, mais on dit que c'est une référence. Parce que en mécanique, lorsque vous voulez tracer quelque chose dans un repère, vous mettez que ça, c'est la référence, 0x, 0y. Même chose en électricité, on doit se référer à une référence. Dans le cas général, on dit ça, c'est 0 volts. Supposons là, vous avez une pile, par exemple, de 10 volts, et là, une pile de 20 volts. Et je mets ici des points. Suivez bien. A, B, C, D. Je vais dire M, E, R. D'accord? Et je vais appeler ça E1,
et là c'est E2. C'est quoi la tension de E1? C'est 20 volts. Ou bien c'est quoi aussi? C'est VA moins VF. On est d'accord? Parce que toujours, vous faites la tête de la flèche moins la queue de la flèche. C'est ça la tension. Et c'est quoi VA? Regardez maintenant, cette tension E1, c'est la différence de quoi? De potentiel. Ce qui fait ça, c'est un potentiel, et là, c'est un potentiel. Et c'est quoi un potentiel? VA, c'est le VA moins le 0. Ça veut dire que c'est une tension entre ce point et la masse, et la référence. C'est quoi le VA? C'est ce point, n'est-ce pas? C'est quoi la tension ici? C'est 30. Pourquoi? Parce que vous êtes à 0, vous levez par 10 volts, vous levez par 20 volts pour arriver à AA. Ce qui fait A, c'est combien? VA, c'est 30 volts. C'est quoi le VF? C'est la tension entre ce point et la masse. Elle est combien? Très bien. VF, c'est 10 volts. Ce qui fait, c'est quoi E1? C'est VA qui est 30 moins 10, ça vous donne 20 volts. Autrement dit, ça c'est quoi? C'est une différence de potentiel. Et ça c'est quoi? Un potentiel. Et là aussi, c'est quoi? Un potentiel. Faites la différence, s'il vous plaît, entre les deux. Différence de potentiel, c'est deux points dans un circuit quelconque. Potentiel, c'est un point par rapport à la référence. Un point toujours par rapport à la référence. C'est clair? Notez ça, s'il vous plaît. Le potentiel, toujours, c'est la mesure de tension par rapport à une référence. Le potentiel, c'est une mesure de tension par rapport à la référence. La différence de potentiel, c'est entre deux points, quelconque. Que ce soit la masse, que ce soit deux points dans un circuit, peu importe. C'est clair ici? Jamais, parce que il va y avoir la loi, elle s'appelle la loi de Millman, qui utilise les potentiels et non pas la différence de potentiel. Et là, vous devez savoir la différence. Déjà, de la tension, d'où est-ce qu'elle vient la tension? La tension qu'on utilise souvent, par exemple celle-là, d'où est-ce qu'elle vient? À part les piles, parce que les piles, c'est une réaction chimique qui vous donne la différence de potentiel. À part les piles, des générateurs, ils sont où? Généralement, ceux qui en utilisent. D'où est-ce que vient la tension? Vous mettez votre chargeur de téléphone. Là, il y a une tension. D'où est-ce qu'elle vient, cette tension? Elle vient des centrales de production d'électricité, n'est-ce pas? Quelles sont les centrales que vous connaissez? Là, j'aimerais arriver à une chose très importante. Je peux effacer, c'est bon? Il y a les centrales de production, n'est-ce pas? Quelles sont les centrales de production d'électricité que vous connaissez? Il y a les centrales thermiques, hydrauliques, éoliennes, panneaux photovoltaïques, et ainsi de suite. Je prends les thermiques. Thermique, c'est quoi? C'est soit avec gaz, soit pétrole, charbon, nucléaire aussi, et ainsi de suite. Pour produire l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? On prend le pétrole. Le pétrole, c'est inflammable, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on met au-dessus? De l'eau. Et l'eau sous la vapeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va en vapeur. Et bien sûr, la vapeur, vous la prenez, vous diminuez sa section pour faire quoi?
augmenter quoi? La pression. Et cette vapeur sous pression va sortir pour faire tourner quoi? Une turbine. On a dit cette turbine. La turbine, lorsqu'elle tourne, elle fait tourner quoi? Un alternateur. Que lui, il vous donne quoi? La tension que vous utilisez pour charger votre... Bien sûr, il subit beaucoup de transformations et ainsi de suite. C'est clair? L'alternateur, qu'est-ce qu'il y a dans l'alternateur? L'alternateur, qu'est-ce qu'il y a dans l'alternateur? Un petit aimant. Bien sûr, je fais des choses d'une manière très simple. Un aimant permanent nord-sud qui tourne, bien sûr. À côté de lui, qu'est-ce qu'il y a? Une bobine. Alors, l'aimant, il tourne lorsque celle-là tourne, celui-là tourne. Et dans la bobine, il va y avoir l'induction V2. D'où vient tout cela, à votre avis? Un aimant permanent qui tourne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il crée? Un champ A. Ce champ A, est-ce qu'il sera fixe ou bien variable? Variable. Ça vous rappelle d'une chose? L'intégrale E scalaire dl est égale moins d sur dt, l'intégrale b scalaire ds. Si la turbine ne tourne pas, le champ électrique sera constant ou bien variable? Le champ magnétique sera constant. Si il est constant, le terme il sera comment? Nul. Et qu'est-ce qu'on a dit? La partie c'est quoi? C'est en volt. On n'aura pas de tension. Mais si on aura une variation, on aura une tension qui sort. Et c'est pour quelle raison les équations de Maxwell peuvent aussi expliquer d'où vient bien sûr l'électricité. D'accord? Ce qui fait les sources de tension, qu'est-ce que vous avez? Soit les réactions chimiques dans les piles, lithium, ion et ainsi de suite, soit celles bien sûr de voitures, soit dans les centrales de production d'électricité. C'est à partir de là on obtient la détention. Et tout cela expliqué par les équations de Maxwell. D'où vient la tension, la variation du champ et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Les panneaux photovoltaïques, c'est autre chose. On ne va pas entrer dans les détails de ça. Et on va avancer dans notre cours. Alors, on a parlé de la tension. C'est quoi la loi associée à la tension? C'est la loi d'Émaille, n'est-ce pas? Voilà. On a ici la loi d'Émaille. C'est quoi la loi d'Émaille? Elle est très simple. Si vous avez un circuit à contour fermé, ça c'est V1, V2, V3, V4, V5. La loi d'Émaille vous dit que la somme aussi de Y de K, de V de K est égale à 0. Et c'est quoi le Y de K? C'est soit plus 1, soit moins 1. Plus 1, c'est dans le même sens. Et là, c'est dans le sens opposé. À condition, qu'est-ce qu'on a dit? Pour que les nœuds, la loi des nœuds tienne, pas d'accumulation des charges. Pour que la loi des mailles tienne, pas de champ magnétique à côté qui est variable. Pour qu'il ne va pas y avoir de l'induction. C'est clair? Pas de champ variable à côté. Si c'est le cas, ça marche, ça fonctionne. Et c'est le cas pour laquelle, regardez, lorsque par exemple vous avez un câble, vous voyez que les câbles sont torsadés. L'un, il est entouré de l'autre. Pour faire quoi? Pour minimiser, s'il y a un champ électromagnétique externe, ne sera pas induit à l'intérieur. On l'appelle, ce sont des câbles torsadés pour minimiser l'effet des champs qui nous traversent, bien sûr. Bien, ça c'est la loi des mailles, vous la connaissez. Jusqu'à maintenant, vous connaissez tout ce qu'on vient de dire. Dernière chose, avant d'avancer, il y a la convention
générateur, la convention, récepteur, comment on les écrit? Convention, générateur, slash, récepteur. Toujours convention générateur, vous avez la tension et le courant, ils ont le même sens. Convention récepteur, la tension, elle est l'opposé du courant. Parce que si vous avez une pile ici et une résistance là, ça sera la tension, ça sera le courant. Et là, ça sera le courant et ça sera la tension. N'est-ce pas? Ouais. Bien. On va parler maintenant de la différence entre un dipôle passif et un dipôle actif. Mais c'est quoi la caractéristique? Lorsqu'on dit la caractéristique, d'un dipôle. Qu'est-ce qu'un dipôle? C'est un élément qui a deux bords. Toujours lorsqu'on vous dit la caractéristique, c'est courant par rapport à la tension. C'est une courbe de courant-tension. Par exemple, ça c'est le courant, là c'est la tension. Là c'est le courant, et là c'est la tension. Et vous pouvez avoir deux cas. Peut-être une caractéristique comme ça, peut-être une caractéristique comme ça. C'est quoi la différence? Une qui passe par quoi? À l'origine, l'autre qui ne passe pas par l'origine. Tout ce qui passe par l'origine, c'est passif. Tout ce qui ne passe pas par l'origine, c'est actif. C'est clair? Un exemple, la résistance, c'est passif ou bien actif? C'est passif. Pourquoi? Parce que V est égal RI. Si le I est égal à 0, le V est égal à 0. Ce qui fait que ça passe par l'origine, toujours. Puisque ça passe par l'origine, ça c'est la caractéristique de le R. R c'est passif. Par exemple, une source de tension, elle est active. N'est-ce pas? Une source de tension, une source de courant, c'est actif. Un amplificateur opérationnel, c'est actif. Une diode. Regardez la courbe d'une diode. Vous aurez le cours peut-être cette semaine. La courbe de diode, elle est comme ça. La diode, c'est un composant comment? Passif. Pourquoi? Ça passe par l'origine. C'est clair ici la différence. Bien. Alors, on a parlé maintenant de la différence entre les deux. On vient maintenant aux sources. C'est quoi la source de tension? C'est quoi la source de courant? La source de tension. On l'écrit comme ça. Sans symbole. Ça, c'est le E. La source de courant. Son symbole, c'est comme ça. Elle laisse passer un courant I0. C'est quoi une source de tension? C'est une constante, peu importe la charge. Ça veut dire, peu importe la charge que vous mettez, une grande résistance, une faible résistance, beaucoup de résistance, moins des condensateurs, des bobines, la tension ne change pas. Qu'est-ce qui va changer à votre avis?
C'est le courant qui change. Très bien. Ce qui fait sa courbe, elle sera comment? Si vous mettez ça, le I, et là, c'est le V. Ça sera comme ça. Avec ça, c'est le V. Est-ce que c'est actif ou bien passif? C'est actif parce qu'elle n'a pas passé par l'origine. C'est actif. Et bien sûr, la tension, elle est constante, mais le courant, c'est lui qui change. Pour une source de courant, c'est l'inverse. C'est une source qui peut donner un courant constant, peu importe la charge. Il y a une charge grande, une charge petite. Le courant, toujours, il sera constant. Et si je veux la représenter, ça c'est V, ça c'est le I, il sera comme ça, avec I0. Et c'est aussi actif. Bien sûr, vous pouvez, ça ne commence pas de là, mais il peut commencer bien sûr du négatif. Non, certain. Qui baisse? Tu parles de ça? J'ai pas compris l'image. Le fait que c'est une source de tension, toujours la tension, elle est constante. J'ai pas compris la fonction. J'ai pas bien saisi ça, mais je vais dire le numérique. C'est pas réel? Non, c'est réel. Regarde, je t'explique. Soyez bien. Supposons que vous avez ici une pile, d'accord? On a indiqué une résistance variable. C'est clair? Si la résistance, est égale à 0. est égal à 0. Si la résistance est égale à 10, on a 1 volt. C'est quoi le courant? Non? 0,1 ampère. Si la résistance, c'est 20, le courant, c'est combien? 0,2. Si la résistance est 30, le courant, c'est combien? 0,2. Si tu veux projeter ça, et la tension, c'est combien? 1 volt. Un moment 0,2, un moment 0,3, un moment 0,4. Lorsque tu changes, ça fait quoi? Ça fait comme ça. C'est ça la courbe qu'on vient de voir. La tension ne change pas, mais ce qui change, c'est le courant. C'est clair ici? Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis V par rapport à I. C'est clair, ce n'est pas par rapport à R ni rien d'autre. On l'appelle la courbe caractéristique, toujours. La courbe caractéristique d'un dipôle, c'est toujours V par rapport à I. Et toujours pour les sources de tension, elle est comme ça. Pour les sources de courant, comme vous l'avez fait. C'est clair? Pourquoi je n'ai pas mis ici 0 pour la résistance? Laquelle est une résistance? Il y a la résistance d'un fil. Mais qu'est-ce qui se passe? Là. Sauf moins 273 Kelvin. À toutes les résistances nues. Bien. Et après 0 Kelvin, je vais dire. 0 Kelvin. 0 Kelvin, résistance pure, 0. Parce que l'intensité infinie, c'est un court-circuit. C'est un court-circuit. Une résistance qui est très faible, c'est un court-circuit. C'est clair? Un court-circuit, c'est quoi? La tension, elle est la même, mais le courant, il est comment? Voilà, parce que vous aurez I est égal E sur R. Si R tend vers 0, R tend vers l'infini. Mais la tension, elle est toujours 1 volt. Mais le courant, il va augmenter d'une manière très grande, de telle sorte qu'il va détruire notre système. C'est le court-circuit.
Dar al-Qasr. C'est pour cette raison, j'étais prudent de commencer avec R est égal à 100 a dit on pour ne pas tomber faire du cosine. Bien. Des questions, c'est bon? Alors, si j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Alors, on va parler maintenant, on a dit les sources de constante au courant. Maintenant, on va parler de la modélisation d'une source de tension réelle. C'est quoi une source de tension réelle? Toujours une source de tension, si vous prenez, par exemple, une pile comme ça, moins, plus, disons ça c'est le E, et c'est le grand I qui sort, c'est la convention générateur, c'est un dipôle actif. Ça c'est réel. Lorsque je dis que ça c'est réel, ça veut dire c'est une source FEM en série avec une résistance interne. Très bien. Tout cela, tout ce que je mets ici, ça devient comme ça. R, et là c'est le E. Ce qui fait le E ici, on l'appelle la force électro. Pour faire la différence, je vais faire ici V. Et là c'est E. Ce qui fait le V, elle est là. Et lorsque j'ai fait ça, on l'appelle ça, c'est la modélisation de Thévenin. Lorsque vous modélisez quelque chose avec une source FEM en série avec une résistance, c'est toujours la modélisation de Thévenin. Et je peux aussi la modéliser comme étant une source de courant en parallèle avec une résistance interne. C'est ça. De la même façon, ça c'est le V et c'est le grand I qui sort. De la même façon, le grand I qui sort. Et là, je l'appelle la modélisation de Norton. Et là, c'est un I0. C'est clair ici? Alors, une source réelle, je peux la modéliser en deux façons. Soit un générateur FEM. Parce que c'est quoi la FEM? C'est une force électromotrice. C'est comme une pompe d'électron. Ou bien un courant électromoteur. C'est le courant électromoteur, n'est-ce pas? C'est une force électromotrice. Soit je la modélise par une FEM en série avec la résistance interne de la batterie, soit une source électromoteur en parallèle avec. Alors là, je vais écrire c'est CEM. Courant électromoteur, et là, c'est force électromotrice. Notez ça, s'il vous plaît. Alors, essayons de trouver la relation entre le I et le E. Comment passer de là à là et de l'autre côté. Ça veut dire trouver la relation entre la FEM est égale à quoi par rapport à la CEM. Là. Là. Autrement dit, E est égal à combien de I0? Ça veut dire si j'ai ça, par exemple, est égal. Par exemple, je ne sais pas. Si je dis que la FEM est égale 10 volts, d'accord? Et la résistance est égale 1 ohm. Ça doit être égal à combien de I0? Parce que ça, c'est 1 ohm. Ça doit être égal à combien de I0? C'est ça la question.
Oui, tu as raison. On va voir comment. Je peux effacer? Alors ça, c'est la modélisation d'une source de tension qui est comment? Réelle. Soit c'est la FEM, on sait avec la résistance interne. R, c'est une résistance interne. Généralement est égal à combien? 50 ohms. Généralement, 50 ohms. Soit on peut faire une source de courant en série avec, en parallèle avec une résistance interne. Très bien. Alors je vais effacer. Vous avez ici la FEM, et là c'est la résistance. Ça c'est R, ça c'est E. Les deux vous donnent le V, ça c'est le I. Puisque c'est convention récepteur, ça sera le petit v. Alors V est égal à combien dans ce cas? C'est E moins VR qui est égal à E moins R fois I. C'est ça le V. Si je prends l'autre convention, là c'est le I. On a dit que ça c'est I0. Et ça c'est V. Alors V est égal à combien dans ce cas? Puisque là c'est un nœud, un courant sort dans ce sens et un courant entre dans ce sens. Je vais l'appeler un I'. Oui ou non? De telle sorte que le V c'est quoi? Oui, c'est le I'. Ou le petit r. Et c'est quoi le I'? C'est I0 moins I, le tout facteur de R. Ça vous donne combien? Ça vous donne I0R moins IR. Vous faites l'égalité entre ça, et ça vous donne que le E est égal I0R. C'est clair? Ou bien, le I0, c'est le E sur R. Ce qui fait que vous pouvez passer du courant électromoteur aux forces électromotrices, rien en divisant, bien en multipliant par la résistance interne. Prenez ça s'il vous plaît. La convention Norton-Tevna, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de résoudre les circuits électriques. Elle est très importante. C'est bon? Alors, on va parler, pour la dernière partie, la puissance. Bien sûr, là, on parle de la puissance dans le régime stationnaire.
Ça veut dire quoi le régime stationnaire? Il n'y a quoi? Il n'y a pas quoi? Il n'y a ni la bobine ni la capacité, n'est-ce pas? Parce que si c'est le cas, c'est un autre problème. En général, la puissance s'écrit comment? La forme générale de la puissance. P de t est égal U de t fois I de t. En régime stationnaire, puisque rien ne dépend pas du temps, la puissance c'est quoi? De U fois I. C'est clair? Son unité c'est le watt. Si vous avez un circuit là où il y a la résistance, vous pouvez écrire, c'est quoi la puissance, la somme des puissances dans ce circuit? Puisque l'énergie se conserve, la puissance aussi se conserve. La somme des puissances dans un circuit est égale à 0. C'est pour cette raison que si la puissance elle est négative, c'est une puissance qui est comment? C'est une puissance qui est générée. Si la puissance qui est positive, elle est absorbée. Ce qui fait la puissance de ce générateur, elle sera négative. La puissance de ce récepteur qui est une résistance, elle sera positive. On est d'accord? Si par exemple ça c'est le I, là c'est le E. Et là ça sera le VR. Vous avez combien de puissance ici? C'est quoi la puissance de ça? Puissance générateur plus puissance récepteur est égale à 0. Ce qui fait, c'est quoi la puissance consommée par le R? Ça sera le moins U fois I plus U fois I est égal à 0. Ça, c'est la puissance du générateur. Moins UI, elle est toujours négative. C'est clair, s'il vous plaît? Ou bien, comment je peux écrire le U fois I? Puisque le U est égal à RI, vous pouvez dire que la puissance qui est égale à U fois I est égale à R fois I au carré. Ou bien est égal U carré sur R. C'est clair? Et toute cette puissance, où est-ce qu'elle va partir? Puisque tout ce qui a été généré, il a été consommé. Consommé par qui? À la résistance. La résistance consomme la puissance électrique et la transforme en perte par effet Joule. C'est clair? Et les pertes par effet Joule, c'est ce que fait la résistance. Elle consomme l'électricité, la transforme en température, en chaleur. C'est clair? C'est le cas de chauffage, le cas de tout ce que vous pouvez faire pour chauffer quelque chose. Très bien. Alors là, on est dans la résistance, n'est-ce pas? La résistance prend la puissance, ou bien l'énergie électrique, et la transforme en énergie thermique, ou bien, si je parle de puissance, ce sont des pertes par effet Joule. Ça s'échauffe. La résistance, vous connaissez son équation, c'est ρ L sur S. C'est clair? Avec la résistance, elle est en ohm. Le ρ, c'est la résistivité, son unité, c'est quoi? Ohm, mètre, fois la longueur qui est le mètre, divisé par la section qui est le mètre carré. C'est quoi l'inverse de la résistance? C'est la conductance. Et c'est quoi la conductance? Son unité, c'est le Siemens. Alors, on va l'écrire. L'opposé de la résistance, c'est la conductance. Le G, c'est la conductance. Elle est en Siemens. Siemens. Comme la société Siemens. Siemens. 1 sur G. L'opposé. Ρ, L sur S. Fois la longueur divisée par la section.
Rho, c'est la résistivité. Elle dépend de quoi la résistivité? Dépend premièrement de la matière, deuxièmement de la température. Si la température augmente, la résistivité augmente. Comment? Est-ce qu'il y a les coefficients pour chaque matériau? Pour chaque matériau, il y a un coefficient. Mais en général, pour la conductance, on utilise le cuivre. Ça augmente avec lui. Ce qui fait, puisque dans la résistance, il y a la résistivité, dans l'inductance, qu'est-ce qu'il y a? Dans la conductance, qu'est-ce qu'il y a? Conductivité. On la représente, je pense, par un petit g. C'est clair? Voilà, pour être sur la même longueur d'onde avec vos collègues, on va s'arrêter là. Demain, on fait maintenant l'association des résistances séries parallèles, Thévenin et Norton et ainsi de suite.